Good. All right. We unmuted? Perfect. Hello, everyone. Bienvenue à tous. Welcome to Concordia University's fourth space, Espace 4. Thank you for joining us for today's event, part of Harambec's Flame Keeping series, marking the 40th anniversary of Canada's first university accredited course in Black Women's Studies. And today's event is titled Honoring the Living Legacies of Black Women's Organizing in Montreal. And to help situate you, we are streaming to YouTube live from Fourth Space, and we are located on unceded Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal. And at Fourth Space, we work with our university community to help mobilize knowledge, co-create daily activities that help examine, research questions, and all types of projects in development here at the university. We're running today's event as a live streamed meeting, so anyone on Zoom, if you have comments or questions, please put them into the chat, and we'll help get those to the panelists. And for those of you in the space, if you have questions, raise your hand and we'll get a microphone to you. And with that, it is very much my pleasure to pass it over to our facilitator for today, Maggie Mateus. Welcome and thank you. Greetings, thank you. Honneur. Quand je vous dis honneur, vous me dites aïe bobo, aïe bobo. Merci à l'équipe de Fourth Space de nous accueillir ici. Donc, je vais passer de l'anglais au français, du français à l'anglais. Enfin, bon, vous avez compris le but. Ok, d'accord. Je suis non, je ne vais pas mettre la main là. Très honorée d'être avec vous cet après-midi pour ce moment historique. On peut parler de moment historique. Merci aux panélistes, Dr. Kamari Clarke. On peut les applaudir, je les présenterai tout à l'heure. As you welcome them. Marjorie Villefranche. Marlène Rateau. Brenda Paris. This is history itself here, right here. So very warm welcome to each and every one of you, and greetings also to those joining us through the magie of the web. It's great to be here. What's your name, love? What's your name? Douglas. Thank you for the introduction. And as he said, we are on unceded First Nations territory, and we also want to acknowledge this fact, et nous tenons à reconnaître que nous sommes sur territoire autochtone non cédé, à reconnaître plus à même que la nation Kanien'kehá:ka est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes rassemblés, notamment ici à Tiohtià:ke et Montréal, et à exprimer notre reconnaissance profonde à nos sœurs et frères des Premières Nations de nous accueillir sur leur terre. And we endeavor to continuously not only show solidarity, but be actively in solidarity with our sisters and brothers of the First Nations. Aïe bobo. Aïe bobo. Avant d'aller plus loin, je veux dire gros compliment. Aidez-moi à féliciter Jade, Paul là-bas et Marliane qui ont initié ce projet extraordinaire de Harambec d'abord et ensuite les célébrations de ce 40e anniversaire. Could we please give them? Yes. Fantabulous. I know you're like, it's okay. It's all about love. Who said that best? Who said that best? Thank you. Thank you. It's all about love. It can only be about love. Because if it's not about love, on travaille pour rien en fait. Anything we do is in vain, right?
So thank you for the love. Thank you for paving the way for us through love and continuing to be examples of dedication and love. And I would like to welcome Jade Almeida and Jade d'abord, Jade Almeida to the stage. To the stage. I'm like, the stage. Yeah, it's a stage. Tu veux un micro? OK. Merci. Merci beaucoup pour cette extraordinaire introduction. C'est Ça va aller. très difficile de passer après vous, très difficile. On y va. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Jade Almeida, mes pronoms sont elle, en anglais she, her. Je suis une des cofondatrices de Harambec, directrice de l'organisme bénévole. Et je fais partie de l'équipe de personnes épuisées derrière l'organisation de cette programmation. Quand je suis nerveuse, je fais des blagues, je suis vraiment navrée. Donc, Harambec est un organisme qui vise à défendre les droits des femmes noires et des personnes non-binaires noires. La raison de notre présence aujourd'hui est multiple, à l'image de notre travail. Tout d'abord, annoncer l'ouverture de la programmation de la constellation d'événements commémoratifs Flame Keeping, maintenir la flamme, retracer, préserver et perpétuer l'héritage des groupes de femmes noires de Montréal. Articulé autour du 40e anniversaire du premier cours universitaire accrédité sur les Black Women Studies, initié par la docteure Esmeralda Thornhill à l'Institut Simone de Beauvoir en 1983. 40 ans aujourd'hui. Ce projet commémoratif s'inscrit dans une volonté de manifester une utopie politique. Car lutter pour la libération des communautés noires et par extension de toutes les communautés est une utopie. C'est travailler à une société radicalement différente. C'est donc planter des graines que nous ne verrons pas fleurir de notre vivant, mais que nous avons confiance que nos descendantes en bénéficieront, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Lorsque Dr. Esmeralda Thornhill a développé le cours, donc Black Women, The Missing Pages from Canadian Women's Studies, elle a défié le statu quo. Elle a mis en lumière les lacunes institutionnelles dans la représentation des expériences des femmes noires. Le Dr. Thornhill a courageusement exposé la superficialité des efforts déployés par les institutions académiques, révélant une marginalisation systémique des voix des femmes noires. Ce faisant, elle posait les bases pour que les générations futures bénéficient d'un enseignement où la participation des femmes noires, mais aussi des personnes non-binaires noires, soit mieux représentée. 40 ans plus tard, Harambec interroge où en sont ces institutions. Cette constellation d'événements nous permet à la fois de rendre hommage au travail et à l'investissement sans relâche du Dr. Thornhill, mais aussi d'autres personnes d'exception que nous aurons la chance d'entendre lors du panel d'aujourd'hui, honorer l'héritage des regroupements des femmes noires à Montréal. Nous vous inviterons également, donc ne partez pas tout de suite après, parce qu'il y a certes de la nourriture derrière l'écran, mais il y a également une exposition qui est donc ouverte à partir d'aujourd'hui à la Webster Library. Donc, pour découvrir l'exposition « Maintenir la flamme », retracer, préserver et perpétuer l'héritage des groupes des femmes noires de Montréal, avec des archives authentiques et exclusives, notamment issues de la documentation privée du Dr. Thornhill. Concordia est un labyrinthe, mais la Webster Library est juste en sortant un escalier et vous verrez l'exposition. Demain, nous aurons un deuxième panel, cette fois à l'Afro-Musée à 18 h, intitulé « Racisme systémique dans les écoles québécoises, la lutte continue », avec une table ronde animée par Adama Kaba. Excusez-moi. Avec une table ronde animée par Adama Kaba, qui est co-organisatrice et responsable d'un projet bien excitant, mais à venir, pour Harambec. Donc, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Avec la participation des professeurs Lerona Dana Lewis et Tia Collins, ainsi que la consultante en santé sexuelle et reproductive et mère de 5 enfants, Ariane Métellus. Nos événements commémoratifs culmineront avec une cérémonie de remise de prix le mercredi 25 octobre de 18 h à 20 h au centre de conférence de l'Université Concordia, au cours de laquelle Dr. Esmeralda Thornhill recevra le prix de l'Institut Simone de Beauvoir et offrira une keynote suivie par le lancement du Black Feminist Speaker Series. Pour finir, toute cette constellation n'aurait jamais été possible, tout d'abord sans notre travail acharné, mais aussi avec l'extraordinaire participation du Dr. Esmeralda Thornhill elle-même,
ainsi que celui de notre archiviste et historienne Samia Dumais. D'ailleurs, certaines de nos archives sélectionnées par Samia sont visuellement diffusées sur l'écran, visibles depuis l'intérieur de la salle et l'extérieur. Adama Kaba, que je viens donc de citer, Néné Myriam Konaté aux communications, Alisha Maxwell Sarassoa pour nos finances. Et en parlant de finances, il nous faut remercier nos sponsors parce qu'on aimerait pouvoir leur demander de l'argent l'année prochaine pour les autres événements. Donc, un grand merci à nos sponsors, Shift, l'Institut Simone de Beauvoir, le RECEF et Sustainability Fund. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence et je laisse la parole à la cofondatrice d'Harambec, la partenaire de tout ce travail, la personne qui m'appelle le plus sur mon téléphone actuellement, même plus que ma maman, et honnêtement, la fashionista de l'équipe, Marlène Lopez. Thank you. I would just like to underline that the name of Harambec, the name of our organization, where it comes from. So the title Harambec was minted by Shirley Small, and it's a coinage that locates Harambe, the African principle of self-help, in a specific geographic area, the lives of Black women and their families in Quebec, Canada. This word is minted to connote the ethos of African-descended women as they struggle to emerge from various burdensome controls and barriers they and their families encounter daily. Donc, pour nous, for me, this it's important to always underline where the name Harambec came from because it's a tribute to those that came before us. And so I would like to thank all of you who contributed to making Flame Keeping this project to fruition. Flame Keeping represents our commitment to unearth, to preserve, and to ensure the living legacies of Black women in Montreal, not only in academic institutions and in the arts, but also in activism and community organizing. Flame Keeping is a labor of love and resistance. Resistance to the erasure of our histories, our scholarship, our invaluable contributions to this province, love for those that preceded us in the struggle against systemic racism in Quebec. The project highlights the importance of flame keeping through storytelling, through archives, through organizing against anti-Blackness in all of its manifestations, erasure, appropriation of our work. Black women have made important contributions to feminist and anti-racist movements and scholarship here in Quebec, but they rarely appear in historical documents or texts. Huge gaps exist in Quebec archival records when it comes to Black communities, Black women in Quebec. Published books, articles, and texts are mostly authored by white Quebecers. We aren't properly credited, cited, or referenced for the movements, ideas, creativity that we've birthed, and it's important we resist and we fight against these dynamics when they occur. Harambec strongly believes that our lives, our ideas, our work as community organizers, as educators, as scholars, deserves to be preserved. Students, communities outside the walls of academia should have access to these histories, her stories. These are indispensable reparations that institutions need to make by providing the necessary resources to address the gaps in Quebec archival records, in school curriculum, and in institutions of higher learning. Nevertheless, despite systemic erasure, Black women have succeeded in building living legacies, and we celebrate them today. Harambec will always work to ensure that these histories, our knowledges, our contributions are never overlooked. Thank you. Thank you. Thank you, Marlène. Thank you, Jade. Merci beaucoup d'avoir mis la table pour moi et d'avoir donc établi le contexte dans lequel on se retrouve pour ce premier événement, premier de 3 événements marquants. Permettez que je prenne un instant pour saluer Esmeralda Thornhill. Oh yes, please, I want to hear you clap.
Yeah. I want to hear you clap. And to say how profoundly grateful I am that she's back in Montreal after being, I'll say abroad, because to me it was abroad. Even if it was within Canada. So it's really amazing. And again, thank you for having initiated cette reconnaissance long overdue de la contribution exceptionnelle du docteur Esmeralda Thornhill à la vie universitaire, pédagogique, juridique, légale, et aussi du système judiciaire. Enfin, ces contributions sont innombrables et on aura l'occasion certainement d'en parler au cours de la soirée hommage de mercredi prochain, 25 octobre. Mais je tenais en ce début d'événement à saluer ça de façon personnelle. I'm going to stop doing this, I promise, because I'm going to remember that I have a microphone here. I'm sorry, so I won't do this again. So Esme, I know you're watching. Thank you. And we love you. I love you. You know, you already know I love you. Et autour de la table aujourd'hui, we have a constellation of phenomenal women who have contributed greatly to advancing the cause of human rights here in Montreal, and as for and abroad, Dr. Clarke, who is joining us today. Thank you so much for having made the trip from Toronto to be here with us. So we're going to start with you, if it's okay. And I'm just going to read your bio or a summary of your extensive bio. Kamari Clarke is a distinguished professor of transnational justice and sociological studies at the University of Toronto at the Center for Criminology and the Center for Diaspora and Transnational Studies. She was a former co-president of the Concordia University Student Association and graduated from Concordia in political science and women's studies. Over the past 25 plus years, Professor Clarke has conducted research on issues related to legal institutions, international legal domains, religious nationalism, and the politics of globalization and race. She has spent her career exploring theoretical questions of culture and power in the field of law and anthropology, detailing the relationship between new transnational formations and contemporary problems. She is the author of 9 books and over 55 peer-reviewed articles and book chapters. You can Google and you'll find all the information. It's a long and extensive list. During her academic career, she has held numerous prestigious fellowships, grants, and awards, including multiple grant awards from the National Science Foundation and from the Social Sciences and the Humanities Research Council of Canada, the Rockefeller Foundation, the Werner Grand Foundation for Anthropological Research, and very recently, the 2021 Guggenheim Prize for Career Excellence in Anthropology. And she is also one of the founding members of the chapter of Congress of Black Women right here in Concordia. Yes. So, and she has, okay, you'll see. Okay. So I know you consider this the privilege. Yeah, we're gonna hand you over the microphone. Could you hand the mic? Okay. So through the Congress here at Concordia, and you have organized a number of activities with people such as Bell Hooks, Angela Davis, Sonia Sanchez, Faith Nolan. I'm saying the names and I'm just like,
Okay, I have Maggie get, beyond, we have to go beyond. Collaborations also included people you have collaborated with, Audre Lorde, Dion Brand. So you have to tell us how it was. And also, we want to ask you, what was the relevance of founding a chapter of the Congress of Black Women right here in Concordia? And also, how was it collaborating with the Institut Simone de Beauvoir in organizing those events? Is that okay? Is that okay? Do you have an hour? No, you got like 10 5 minutes. minutes? 10 minutes. Yes, okay. Well, thank you. Thank you for the introduction and thank you for the invitation to Harambec and to everyone for this wonderful event. It really is special to be here at Concordia, 40 years since I graduated, which was in 1988. And at the time, in fact, there was no building. There was no library here. It was just the Sir George building, and there were a number of the other subsidiary buildings. But I do remember in student government negotiating space for students in this building. I remember the blueprints. I remember the politics of negotiating that. And so it really is wonderful to be back and to see the full usage and engagement and what this place has become, but also in reflecting with others about the current condition, thinking about the work that still needs to continue even within this space. I want to also, before I respond to the question, acknowledge Donna Goodleaf, who is here at the back. Really wonderful to have her here. I remember 40 years ago, back in the day, collaborating with her around protests on the reservation, doing work with Black feminists alongside some of our Indigenous sisters. And it's very, very important to me that she's here and she continues the work in the President's office around Indigenous affairs. And it does bring back the importance of the kind of collaborative work that is important, coalition work, and the nature of the kind of struggles that we engage in are not unrelated, in fact. And we knew that then, and we continue to know that now. We have just other things that we need to work through in relation to the nature of those collaborations. And so to answer the first question, then, in many ways, what it was like to organize then was, if you can imagine 18-year-olds, 19-year-olds trying to find a voice, trying to find themselves in the curriculum, ourselves, myself, trying to engage in political science classes, in women's history classes, in philosophy classes, in anthropology classes, and not seeing ourselves, our lives reflected there. And so for many of us, women's studies might have been that space. We went to Simone de Beauvoir, we took many of the introduction to women's studies classes and found that in the 80s, it still wasn't the place to find ourselves, to see a reflection of our lives. And it really was in that context that many of us felt the need to agitate for Black women's courses around racialized people, around the kinds of histories that reflected our lives and our worlds. It was an epistemological problem for us. It was about worldviews, it was about histories, but it was also about an absence of sorts, right? It was an absence and not necessarily knowing where to go for those stories of our lives, for those forms of documentation. And feminist work at the time wasn't really the answer. It wasn't necessarily the place either. And so we founded, in fact, with Esmeralda's leadership, decided to found a chapter of the Congress for Black Women here at Concordia as students. We weren't part of the national organization. We didn't know the Robert's Rules of Orders as it related to the Congress's work. But what we knew is that we needed an umbrella organization
that could facilitate our search for knowledge, our search for understanding what it means to be Black in Canada. And we also knew that there were limitations for the American story reflecting the Black story in our contexts. But yet the American story was an important story too. And in many ways, because there was an absence, there was a vacuum, we reached to a lot of profoundly critical and important colleagues on the other side of the border. Of course, at the time, many of us were reading works from the Black radical tradition. Malcolm X, we were reading Walter Rodney's work and other works. We would sit and have reading groups, but that too wasn't enough for Black women who were organizing and still finding forms of patriarchy and ways that we were being excluded and invisibilized even within the Black community. And so as a student organization, we thought one of the important domains is to engage with the knowledge keepers, those Black feminists across the border who were writing poetry, who were engaging in multimodal forms, who were writing songs. I mean, I think of Faith Nolan here, of course, Canadian-based, but were singing their piece and their pain and their story through song. Others who were interested in anti-prison industrial conflict, prison industrial complex work, like Angela Davis, who we brought through the student government, Sonia Sanchez, poet from Philadelphia. And so in many ways, even though we recognized that their story was different, their experience was different, some of their histories were different, we also recognized that we were incredibly similar, and that trajectory and the literature and the kind of knowledge that they brought was very much a way of further vocalizing our lives at the time as Black students, as Black female students here. So that's where it began. I know I'm over my 10 minutes, but yeah, do I have a few minutes? Okay, 3 more minutes. Okay, great. So that's the nature of the timekeeping. I love it. Oh, you're actually looking. Okay, terrific. Okay. The other piece of the Black women's organizing in Montreal that I think is worth reflecting on was the problems with representation at the time. 1987, 88 was a time when feminists were instituting or had hosted the International Feminist Book Fair. Some of you may remember that period. And you'll also remember that it was the Congress for Black Women that boycotted the Feminist Book Fair. We were part of the planning committee initially, but we felt that we were simply tokens on the stage for purposes of representation. But the modes of engagement, the thematics that we were concerned with, the ways that we wanted to engage weren't in any way reflected. And after months and months of engagement, we decided that we would boycott, but that we would invite people internationally who were traveling to Montreal for the book fair to join us in another space where we were also having another event. And those Black feminists who were attending, we asked them to speak for us. So Audre Lorde was there at the time and made that profound speech where she spoke about her sisters on the picket line who refused to enter, but for whom it was important to speak and advocate. And so that was where Audre came in, and she participated in the parallel event, the side event that we organized, and so many others who participated, but ensured that our voice was there and was part of the refusal that was at play. I'll just end by saying that earlier I mentioned that our quest as students in the 1980s was a quest to see ourselves, and seeing ourselves it's about knowledge. It's about being able to document that we were here. Part of the problem, of course, is that if you read many of the histories of Montreal at the time, you wouldn't necessarily know that we were here in the form that we were.
And so I'm incredibly grateful to Harambec for really taking the lead and ensuring that our presence is inscripted in these forms of documentation, that we tell the story, we reflect on the story, and that we pass on, even as we reflect on some of the challenges of that period. And I'm sure over the course of the day, we will together talk about some of the challenges that we faced during the 80s, during the 90s, the early 2000s onward, that we continue struggling with, but that we also, and for which we pass the torch to the younger generation to continue the work that so many of us have started. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Et ça fait un bon lien avec notre prochaine panéliste. Dr Clarke parlait de déficit d'archives, de perte donc d'outils de mémoire. On va parler avec Marlène Rateau justement d'un document important, le livre d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes. On va en parler. Vous avez eu un rôle extrêmement important dans la création, dans la réalisation même de cet ouvrage. Bonjour Marlène Rateau. Je vais quand même dire un mot à propos de vous avant de vous passer la parole. Marlène Rateau, donc, est infirmière de formation et a fait carrière principalement dans l'enseignement des soins infirmiers. Elle a complété les études en communication à l'UQAM, en pédagogie à l'UDM et en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke. Féministe très engagée depuis les années 70, elle milite activement pour les droits des femmes au Canada et au Québec, les droits des femmes du Québec, du Canada, d'Haïti et d'ailleurs dans le monde. Elle a œuvré au sein de plusieurs organisations communautaires et a été une des membres fondatrices du groupe d'action pour la prévention de la transmission et l'éradication du sida, GAPVI, et également du regroupement des organismes canado-haïtiens pour le développement, l'Eurocad. La solidarité internationale l'interpelle, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des personnes appauvries, ce qui fait d'elle une alliée du mouvement ATD Quart-Monde. Elle a été animatrice à la radio communautaire de Montréal, l'émission Parole Femmes, la parole aux femmes, pendant 25 ans, et aussi à l'émission Montréal sans accent pendant 14 ans, toutes deux émissions inscrites dans une visée féministe. Marlène Rateau, bonjour, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci Maggie et merci à Harambec de m'avoir invité. Je rappelle, parce que tu as parlé de mon alliance avec ATD Quart-Monde, que aujourd'hui, 17 novembre 2023, 17 octobre 2023, c'est la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et comme la pauvreté, c'est quelque chose qui atteint particulièrement les femmes et leurs enfants, je pense que ça vaut la peine de souligner cette journée-là. Alors Maggie, avant de parler de ce bouquin-là, j'aimerais parler de du deuxième volet, la question qui m'est posée, à savoir mon engagement dans le mouvement féministe à Montréal et en Haïti. On va faire une petite percée en Haïti, où très jeune, je me suis retrouvée, je ne sais pas comment, dans les bureaux de la Ligue féminine d'action sociale, comme dans le groupe des jeunes. J'étais assez jeune. Probablement, ma mère avait été derrière ça, puisque je me suis retrouvée un jour dans une manifestation de femmes organisée par cette ligue-là, où on a été gazés au maximum, si bien qu'on s'était réfugié à la cathédrale de Port-au-Prince. Ça s'est passé. Mais à Montréal, au début des années 70, j'ai entrepris des études à l'UQAM. Et vous savez, à l'UQAM, là, c'était tout un foyer de contestation. On contestait tout. On était souvent en grève. J'étais en psychosociologie, communication. Et là, ça bouillonnait tellement que
je me retrouvais vraiment intéressée à ce qui se passait. Toutes les questions étaient sur la table, y compris celles des femmes et de leur mise à l'écart dans la société. Et voilà que une amie me contacte et me dit, il y a Lise Pierre qui veut faire un regroupement de femmes haïtiennes dans un cadre féministe. Ben, c'était tout ce qu'il me fallait. Alors, je me suis lancée dans l'aventure et je me suis retrouvée dans ce groupe-là à faire ce qu'on appelle du travail pour que les femmes de notre communauté haïtienne à Montréal s'émancipent. Et dès le départ, on a commencé à travailler avec les femmes du mouvement de libération des femmes. C'est un mouvement qui a pris place, qui a commencé à Paris, mais qui s'est rapidement installé ici. Et ces femmes-là nous offraient leur local sur la rue Sainte-Famille pour nos réunions. Mais on se réunissait vraiment souvent. Et il y avait toute une éducation qui se faisait dans le groupe pour qu'on comprenne effectivement d'où venait cette mise à l'écart des femmes dans nos sociétés. Et on a lu des Germaine Greer, des Margaret Mead, mais il y a un livre dont je veux vous parler absolument, c'est le livre écrit par, c'est un petit livre écrit par une pédagogue italienne et féministe qui s'appelle Du côté des petites filles. Là, ça remontait dans tout ce que les sociétés ont organisé pour, dès la naissance des filles, pour que celles-ci soient à la place qu'on prévoyait pour elles, devenues femmes, devenues adultes. Alors, on s'est formé entre nous et effectivement, on s'est mis à travailler fort pour que dans notre communauté, la question des femmes soit à l'ordre du jour. Je me souviens très bien que moi, quand j'ai laissé Haïti, c'était en 1963, j'étais à peine, j'avais la jeune vingtaine. Et quand je suis arrivée ici, c'est sûr que politiquement, j'étais déjà inspirée parce que j'avais un père qui avait connu beaucoup de difficultés, emprisonné sous Magloire, emprisonné sous Duvalier. Et finalement, je dis emprisonné, on est venu le chercher, on n'a jamais su ce qui est passé de lui jusqu'au moment où je vous parle. Il a disparu de la circulation, on n'a jamais su. Alors, politiquement, j'avais des antécédents qui faisaient que je m'intéressais à ce qui se passait à Montréal, où les Haïtiens qui avaient fui le régime des Duvaliers et travaillaient fort, tout le monde voulait que ce régime-là disparaisse. Et moi, j'allais dans des réunions et je me rendais compte que les femmes, lorsqu'elles demandaient la parole, plus souvent qu'autrement, on ne retenait pas leurs questions et on passait à une autre question. Et ça me dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et je trouvais que ce mouvement, ce groupe dans lequel je m'inscrivais était parfaitement fait pour donner aux femmes cette capacité de prendre la parole en public, de se faire entendre et de s'imposer dans notre communauté. C'est ça qu'on a réussi à faire et je pense qu'on l'a fait et qu'on l'a bien fait. On a pris la radio, comme je vous dis, on a travaillé à la radio. Je me retrouvais dans toutes sortes d'organisations quand la question la Croix-Rouge haïtienne, la Croix-Rouge et canadienne a décrété son fameux les 4 H là, ça s'est passé. Les Haïtiens, nous étions dans une assemblée du 8 mars et les gens sont arrivés là dans notre assemblée et ont modifié notre plan d'assemblée pour parler de cette question-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'initier dans ce dossier-là qu'on appelait
et qu'on a créé un organisme qui aujourd'hui s'appelle GAPVI, et pour faire en sorte, parce qu'on ne faisait pas juste travailler pour les femmes, pour que les femmes prennent la parole, mais comme on avait pris l'habitude de parler, là, on parlait de tout. Pas seulement des femmes, mais on parlait de politique, on parlait de tout ce qui était nuisible aux femmes et aux hommes de notre communauté, même si les hommes nous ont pas mal malmenés au départ. Ils nous ont malmenés. Anecdotiquement, je vous dirais que mon ex-conjoint qui était politologue et anticolonial, à un moment donné, il me regarde, mais il me dit, mais la révolution est dans mon lit. Exactement. La révolution est rendue dans mon lit. Dans mon lit. Alors, mais je pense que la révolution devrait se trouver partout. Parce que les femmes ne pouvaient pas. Fallait que ça soit plus proche de nous que loin. Il fallait que cela soit proche. On ne pouvait pas aller lutter partout ailleurs et ne pas régler les problèmes qui se vivaient dans notre quotidien. 3 minutes. Je n'ai pas réalisé que et pour à Montréal. Oui, tu veux parler du livre. Oui, du livre. I'm sorry. Oui, Elle ne l'a pas? Oui, elle va poster ça. Je m'excuse, c'est parce que je devais lui donner. Voilà. Alors, voici l'ouvrage dont on parlait. D'Haïti au... Oh, I'm sorry. I'm sorry. Voici l'ouvrage dont on parlait. D'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes, paru au syndicat en 2016, c'est ça? Et une initiative donc de membres, une initiative d'Alexandra Philoctète. Alexandra Philoctète m'a contacté parce que j'étais la coordonnatrice du point de ralliement des femmes d'origine haïtienne. Voilà. Elle m'a contacté pour me proposer le projet que j'ai vendu aux membres du point de ralliement. Parfait. Et donc, vous avez fait un travail extraordinaire. On n'aura pas le temps d'en parler beaucoup en ce moment, mais Marlène, puisque vous avez rédigé l'avant-propos, on voudrait que vous entendre sur cet extrait-là. Bon, la page 12. L'avant-propos, je l'ai rédigé effectivement après qu'on ait reçu la majorité des textes des participantes à ce projet. Nous avons réussi à avoir plus de 100 participants. Alors, ce qu'elles disaient de leur parcours, les témoignages qu'elles nous disaient, c'est en y incluant mon propre témoignage, tout était lisse. C'était comme si on était arrivé ici et que les choses s'étaient bien passées pour nous à tous égards. Et quand on m'a demandé de décrire cet avant-propos-là, c'est là-dessus que je me suis appuyée. Oui, j'ai constaté que nous étions toutes en retenue quant à des situations déplaisantes et discriminatoires qu'on avait subies. Cela m'a interpellée et j'ai choisi de faire état du phénomène, une sorte de complément à ce non-dit des femmes qui était tellement éloquent. Des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qui, parce qu'on ne les dit pas, sont encore plus criants, atteignent une éloquence sans pareil. Alors, c'est ça. Si on l'a projeté, bon, c'est un petit caractère. La page 13. Oui, c'est un trop petit caractère pour qu'on voit vraiment, mais on comprend l'esprit de l'avant-propos. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, j'ai mis en exergue tout ce que les femmes avaient dû supporter, les femmes noires haïtiennes arrivées ici, et comment elles ont fait preuve d'un courage extraordinaire, parce qu'on avait toutes les catégories de femmes. Nous avions des universitaires, des infirmières, des domestiques, parce qu'il y en a beaucoup. On avait celles qui travaillaient dans les manufactures. On a brossé tout ce tableau-là. Et tout ce beau monde-là
nous disait du bien alors que on savait bien, toutes les enquêtes le prouvaient, bien des textes, des recherches avaient démontré combien ces femmes-là devaient supporter des rebuffades dans cette société-là. Alors, Maggie, je pense terminer. Oui. C'est beau, merci. Merci, merci. Merci Marlène. Et on voit à l'écran l'image donc de ces femmes membres du collectif du point de ralliement des femmes d'origine haïtienne, le premier groupe formalisé d'haïtiennes féministes au Québec. Oui, on n'avait pas peur de se donner ce nom-là. Et cette non-peur-là, le fait qu'on dise que nous, on est féministes, on nous traitait de mal baisés. Ah oui. Dans notre communauté. Oui, et un peu partout. Marliane. Yes, you're having fun. You're enjoying this. Say something. Okay. Est-ce qu'on entend, attends, excuse-moi, est-ce qu'on entend encore cette expression? Mal baisé? Like for real? Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que, wow. Ok. Moving right along. Merci. Pardon, merci Marlène. Kate, vous faites nous remonter là. Ok. Next up, Brenda. Okay, donc, Brenda Paris. In the slideshow of the images there, you will see one of the pictures of when Angela Davis came to Montreal after. There it is, right there. And Brenda is right there. She's standing next to her cousin, our beloved Juanita Westmoreland Traoré. My sister Mireille is in there somewhere. The late Ed Sloan, the late Ed Sloan, the father of Bill. That's right. And his wife were there also. So Brenda, for decades upon decades, I'm not going to insist on this too much. Okay. But look how good decades look on you. I mean, right? Brenda Paris has been active in numerous organizations that relate to the struggle and promotion of Black communities. In the 70s, she took an active part, among other things, in the committee responsible for promoting a fund for the defense of rights. She served as president of the Afro-Canadian organization. She also was involved with a collective that founded the Black and Third World group at Dawson College. She was among the protesters here at Sir George and the Sir George Williams affair. And the list goes on and on and on. In the 80s, she also actively participated as president of the committee supporting the liberation struggle for the abolition of apartheid. And you can Google the rest. Right now, she has been a vice president of the Congress of Black Women. She has been member of the board of directors of CRAR, of the Colored Women's Club. She is currently on the board of BAM, a newly formed collective, Black Arts History of Montreal, and Harambec. It's there. Okay, it's there. She's also a member of the board of When the Village Meditates. I love that. With Fimo Mitchell. It's amazing. I hope we get the chance to talk about that. And she's also a stakeholder with the Mental Health Project of the Jewish General Hospital, among other things. Brenda Paris, welcome, and thank you for being with us today. So Brenda, you are in the very, very unique position of being able to speak to, because having lived those experiences with a large array of organizations in the Black communities here in Montreal and abroad,
pardon, I would like to touch 2 points with you. You are one of the few who have crossed the language borders. You have collaborated actively and were very involved within the Haitian community since the end of the 60s. So we would like to touch on that subject because we know it's not an easy issue. There have been and still are language barriers within the large society and within our communities also. If you don't mind, I would like to talk about that with you also. And I'd like to know the Colored Women's Club, if you don't know what it is, the oldest Black women's club and club. Okay, the name sounds club. Yeah, no, it's a very important organization, because when we hear club nowadays, it's like what they do, they boogie. No, it's not it. That's what the name, and they were doing the work. Okay. And what do you think the Congress of Black Women inherited from the Colored Women's Club? Could you please take the microphone? First of all, thank you so much for inviting me here today. Harambec, pleased to be part of the board of Harambec. I am an alumni of Concordia. So, and that was a long time ago, but I heard some dates that put me there. Thank you, Maggie, and thank you all the panelists for being here. I really would like to talk a little bit about the origin of the Colored Women's Club in terms of the women who were involved. So if you don't mind, I probably will not touch so much on the French English Association. I have some anecdotes about that, but, and I also, you know, when the revolution was in her bed, that her husband told her. Well, part of the French English took place when I did the last panel, and the person was there, took place, you know, that's an aside. But having said that, and that's the story and the person. So, but I wanted to start with the Colored Women's Club. My grandmother was part of the Colored Women's Club. Closer, part of the Colored Women's Club. My mother was a president of the Colored Women's Club. My aunt was a member of the Colored Women's Club. Actually, president of the Colored Women's Club. I became the vice president. I was the, you know, not the high ranking, but the ones who founded and were part of its foundation. So the Colored Women's Club really was the Black counterpart to the Red Cross at the time, who welcomed the soldiers back from the war and so on, and they continued that work. Today, it takes on a different flavor. They've done things like travel around to the historic places, Canadian places where the slaves were and so on in Canada, but it still plays the role significantly for Black women. And then the Congress of Black Women was founded, the National Organization for the Congress of Black Women. The last time I was involved was to go to the national meeting in Winnipeg, which was a long time ago, with my mother, who was president of the Colored Women's Club at the time. So that was a great honor to do that. And so, but the French English still remains a nemesis in the community, because although more people speak French and the Black community speak French, it still is hard because it's reality of two solitudes. But more and more, there's coming together of the two sides. But I can't talk to more than that. But the people who are involved today, the younger people who are involved today, are really making a concerted effort because they themselves are bilingual. So things have changed from when I was involved, where it was unilingually Anglophone in my milieu. So there wasn't that opportunity. I was one of the rare persons, and that person that I referred to also said at the time that I was probably the first Anglo-Canadian that was associated with Haitians at the time, which was way back in the 70s. So we go back a long, long way. But I do want to talk a bit about Black and Third World, because I have to elaborate a bit on that. I have to say that that was founded, Black and Third World Student Affairs Department, which is distinct from the Black and Third World Student Association, which was founded at the same time, was founded because a Black student, a mother, wanted to bring her child to class. She was in the nursing department, and the nursing department refused her. And on that basis, we organized and coalesced and demonstrated at Dawson College
which was the beginning. Dawson College, as you know, the CJEPs were founded in 69. So this was in 70, 71. This was very early on. But we had the liberty of doing that because the CJEPs were founded on open walls kind of thing, learning concepts, getting ready for university. So there was a lot of latitude at the time. We took advantage of it unbeknownst to us in that sense, but the sense of fighting for justice. So I forget her name now, but anyway, we rallied around this mother who was refused entry. She never did get in there, but in the meantime, we coalesced with the faculty, students, staff, and so on, and demanded of the DG at the time to form this department, which is historic and is not in the annals of history. And I really want to make a point of that it has to come to fore these days. Dawson has erased it from their, history. They've had a 50th anniversary, and I tried to get in touch with them to get something there. They recently had a homecoming. It's not there still, but there's so many students who went through Black and Third World at the time who are now grandparents and whatnot, and they're still around. They're in different places. They're throughout the diaspora, but they still associate with Black and Third World, which had a pivotal point in the community at the time. So that's really important. But the fact that it was founded because there was a Black woman who wanted to bring her child to class and was refused is really the genesis of it all, And so we go on to my role I'm being a bit selfish because I want to talk about that. I want to talk about my role as a woman, and my role as president of the first president of the mayor's political party at the municipal level. And then in terms of French, I can bring in, I ran and lost as a candidate with Louise Harel, who was French at the time. And I got flack from the English community saying, why would you want to run for a sovereignist, at the time? But there again, it was representing, and I took on the position of mayor of Côte-de-Neige. And as we know right now, there is a female mayor of Côte-de-Neige. NDG, which is a quantum leap. I did that in 2000 and oh goodness, I can't even remember, 2000 and probably around 6. And this is now 2023, and you have a female Black mayor of Côte-de-Neige, NDG, amongst others who were elected in this last municipal election. And I'm sure there will be more to come. So that's an important part, of my kind of history here. So, my trajet doesn't seem to be as illustrious as other people's in the sense that I was here. My grandparents came here in 1904, which means we've been here for more than 100 years in Montreal. And I'm still trying to be a Quebecoise, but that'll come, that'll come. But a lot of history. In terms of engagement, somebody here, actually Nigel, was talking about the Liberation Bookstore, which was founded by uncle and a brother, but encompassed so many, historical things in terms of women and women's rights and so on and so forth. And it was a platform for discussion at the time, and played a role there. So we have just a lot of history of things that went on. So I don't know, with regards to French English, somebody approached me not long ago about how to go about that. Well, here we are today, and I'm sure half of the people, or maybe 3/4 of the people in this room here, speak English or French, and we could coalesce together, So that's in 2023, that's a whole other story. That's a big difference, yeah. Anyway, I'm sort of, I don't know why, but I'm sort of lost for words of what to talk about in terms of my involvement. So also, 2 minutes left. Are you serious? Oh my goodness. So let me do quickly. African Liberation Port Committee was founded in the 70s, and I was the secretary at the time, and we went from East to West Africa to prevent monies to the liberation movements. I still count that as a very, very important step in my political career because I was the female in 1973, 2 males, and of course, they did bring me along, and I was able to grow through that experience. It was very profound, and
and made it an impact. They just finished having their 50th anniversary of the African Liberation Support Committee, which was a national organization of a few representatives from Quebec, but mostly from the States. So it had a big role to play, and still there's been books written about it, and I haven't written myself, but I've been a part of, and it has a big role in history. So that was the African Liberation Support Committee. So, well, you know, and then we go on from there. So am I up now? Am I to, yeah. Yeah, one more minute. Maybe could you, if we come back to present times, just a quick word on BAM. Okay, BAM, the Black Arts History of Montreal. It's playing, it was founded about a year ago. And what it is about is, let me see, artists that were here before the internet in Montreal. So there is many Black women who were artists. There are a few Black women who were curators as well. This is back in the day, you know. There is one particular woman who studied at the École des Beaux-Arts. She was here in Montreal, born in Montreal, and in the 50s was studying with the École des Beaux-Arts, and her works are still around and available. So this organization is archiving all these artists who were here at that time. Khadija McCall, who was profiled in a film that was shown a couple of weeks ago on Monique Dauphin, she was there, and not there, she was in the movie because she's passed now, but she was instrumental, played a really big role at Dawson College and one of the founding members of the Black and Third World, as well as representing women in this city. So, you know, it just permeates, but the Black Arts History of Montreal really collected maybe 150 artists who were there before the internet, which is a long time ago, from the 50s up till the time of the internet, which is the 1990s. Yeah. So that's an important one. Wonderful. Thank you, Brenda. You're welcome. Thank you very Thank you. much. Thank you. We might have at another time, another conversation about the intimacies of the French and English communities, Yes. but we'll talk about that some other time. You'll get ready. Marlène, you're having too much fun with this. On va. Mais au moins, tu n'es pas en train de nous donner du side eye. Okay, let's be grateful for that. OK, merci. Notre dernière panéliste est Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti, militante féministe depuis... Elle se consacre depuis plus de 40 ans à l'éducation et à la défense des femmes immigrantes et des demandeurs d'asile, notamment. La lutte contre le racisme, la discrimination et toutes les formes d'exclusion font partie de sa vie quotidienne. Nommée en 2017 membre de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse par l'Assemblée nationale du Québec, honorée par plusieurs prix, dont citoyenne d'honneur de la ville de Montréal en 2021, grande bâtisseuse de la cité en 2017, personnalité de la Semaine de la Presse, Radio-Canada en 2012, Marjorie Villefranche est actuellement une des voix les plus influentes de son milieu. Madame Villefranche, bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Harambec de m'inviter. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez envie de nous parler. Moi, il y a quelque chose de spécifique que je voudrais vous demander. L'émergence, Marlène Rateau parlait tout à l'heure de l'émergence du mouvement féministe. Vous avez touché aussi sur la période du valériste et les luttes de résistance contre ce régime sanguinaire. À Montréal, indiscutablement, l'émergence du féminisme haïtien s'est faite en parallèle avec la lutte contre la dictature de Duvalier. Et j'aimerais que vous puissiez, si vous voulez bien, nous parler de cette réalité d'à la fois lutter pour faire sa place en terre d'accueil et en terre d'accueil avec tous les défis que ça représente au quotidien, et l'impérieuse nécessité de soutenir la lutte du peuple haïtien à l'intérieur du pays. Et comment ça s'est exprimé concrètement pour vous? Bon, ça c'est en fait une belle question. Ça va être un petit peu long, mais bon, comme tu m'as dit que j'ai 10 minutes, donc ça va, je ne peux pas pouvoir
m'étendre là-dessus beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est que le mouvement féministe des femmes haïtiennes ici à Montréal était un peu semblable en fait, quand moi j'ai connu ce mouvement-là, ça ressemblait un peu au mouvement féministe en Haïti aussi, d'accord? Et ce qui était important de comprendre, c'est que les militants, pour la plupart, étaient en lutte contre la dictature. OK? Il y avait la lutte féministe, oui, mais la lutte principale était la lutte contre la dictature. Et donc, c'était la difficulté de séparer les deux luttes, la lutte féministe et l'antidivalierisme. Et c'est clair que qu'est-ce qui venait en premier? Quelle était la priorité finalement pour la lutte des femmes? C'est la lutte des femmes ou la lutte contre la dictature? Bien sûr, ça convenait aux hommes de prôner l'urgence de la lutte antiduvalieriste. Et ça convenait aussi tout à fait à ce niveau-là. Mais c'était extrêmement la posture même des groupes du groupe de femmes dans lequel je faisais partie, qui était aussi très engagée dans la lutte politique et la lutte contre Duvalier. C'était très compliqué à déterminer à ce niveau-là. Mais il faut dire aussi que il y a une chose que je dois dire. Je parle comme ça, mais j'étais très jeune. Oui. D'accord? J'étais très jeune à l'époque et je pense que j'ai eu la chance d'avoir une mentor qui était Adeline Chancy. Et Adeline me menait. En fait, moi, je suivais Adeline. Et des fois, je ne comprenais pas toujours tout ce qui se passait au début dans les années 70, les années 80. Mais c'est vrai que je suivais parce que c'est quelque chose qui m'intéressait profondément. Et c'est vrai que je la suivais à ce niveau-là. Mais j'ai eu un très bon mentor, je dois le dire. Mais à Montréal, je pense que les féministes haïtiennes reconnaissaient quand même la lutte que menaient les femmes au Québec. Parce qu'en fait, ce que tu disais, Brenda, la proximité de la langue faisait qu'on était proche de ce qui se passait à Montréal, de ce qui se passait au Québec et de ce qui se passait dans le mouvement des femmes au Québec. Et c'est clair qu'on reconnaissait et on appuyait les luttes féministes des Québécoises pour l'égalité, bien sûr, parce que ça se faisait partie de nos luttes à nous, donc pour l'égalité, le droit à l'avortement, etc. Et d'autant plus que ce mouvement-là, on le trouvait plus attirant parce qu'on voyait dans ce mouvement pour nous était porteur de modernité quelque part parce que ce qu'on nous demandait comme sacrifice au niveau de la lutte antiduvalieriste, de ne pas, de laisser passer en premier la lutte contre la dictature, la lutte politique avant la lutte féministe, c'est clair que quand on était au contact et en relation avec les groupements féministes québécois, c'est clair que cette modernité de parler de choses dont on ne pouvait pas parler dans nos groupes à nous de féministes haïtiennes, c'est clair que ça nous attirait beaucoup. Et on trouvait ça que c'était intéressant. Mais en même temps, on devait mener une lutte politique qui ne trouvait pas écho chez les Québécoises. C'est-à-dire qu'on était quelque part, quand on parlait de nos luttes politiques et de nos luttes pour les femmes haïtiennes et les femmes noires, il n'y avait aucun écho chez les femmes québécoises. Donc, des fois, on avait l'impression d'être dans des mondes parallèles quelque part. Tout à l'heure, vous parliez d'utopie. Alors, non seulement vous dites que c'est une action utopique, mais en plus, moi, je suis dans les mondes parallèles parce que j'avais l'impression de vivre finalement entre deux mondes. Quand j'étais du côté de ma lutte haïtienne et la lutte pour les femmes noires, etc., j'étais dans un monde. Et quand on était, parce qu'on était là aussi dans les luttes féministes québécoises, on était dans un autre monde. Parce qu'il n'y avait aucun écho de ce qui nous préoccupait dans les groupements de femmes québécoises, je pourrais dire. Et donc, c'était plus facile pour des groupes comme les nôtres de trouver écho. Et on a très rapidement fait partie du Congress Black Women, bien sûr. Bon, c'est Adeline qui était notre représentante et qui était dans les rencontres, mais on a fait partie de ces groupes-là. On a fait partie, on était plus proche, je dirais, même des groupes de femmes latino-américaines à l'époque. On a fait partie il y a eu un colloque sur les femmes latino-américaines. On était très actifs là-dedans, très actifs aussi même dans le collectif des femmes immigrantes. Mais c'est vrai qu'il y avait cette séparation qui existait. Et donc, ce que j'ai pu vivre à l'intérieur des groupes, parce que vous avez beaucoup parlé, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, effectivement, les préoccupations d'être une femme noire et qui échappait complètement au mouvement des femmes québécoises. Ce que je pourrais dire, c'est que l'engagement militant que nous avons vécu, les groupes mon groupe dans lequel je faisais partie des groupes de femmes haïtiennes,
nous a conduit à exercer des responsabilités dans les organismes communautaires. Donc, cette implication dans un organisme communautaire comme la Maison d'Haïti faisait partie finalement de nos luttes, parce qu'on était, il faut le dire, on était un groupe de gauche et on avait bien appris, il fallait faire d'abord la théorie, ensuite la pratique. Donc, la théorie, c'était ça, et la pratique, c'était l'organisme communautaire quelque part. Donc, on était vraiment complètement impliqués là-dedans. Et je pourrais dire qu'à ce niveau-là, très rapidement, à l'intérieur de l'organisme comme la Maison d'Haïti, on a créé un centre pour les femmes haïtiennes, femmes haïtiennes et immigrantes à l'intérieur même de l'organisme. Et jusqu'à présent, à la Maison d'Haïti, il y a toujours une coordination femmes. Et je pense qu'on est peut-être parmi les rares organismes communautaires d'origine, enfin, à se dire féministe, à déclarer, pas seulement se dire, mais à se réclamer d'être féministe à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a des grands défis, les grands défis que j'ai eu à relever ou que nous avons eu à relever, c'était de faire partie du mouvement québécois, donc du mouvement des femmes québécoises, et de les forcer à intégrer nos propres préoccupations. C'est encore un défi. On l'a vécu pendant des décennies et c'est encore un défi. De faire intégrer nos préoccupations et nos luttes. Toute la question de l'afroféminisme, toutes les questions des luttes politiques, les solidarités internationales, c'est comme blank. Je veux dire, il n'y a pas d'écho à ce niveau-là. Et donc, ça demeure un grand défi pour nous parce qu'on n'est pas... Moi, j'estime qu'on vit sur la même planète, dans la même ville, dans le même pays. Donc, je veux dire, si mes préoccupations ne transparaissent pas dans les luttes et dans les revendications, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment faire partie des luttes des femmes au Québec et aussi être connecté à la lutte des femmes haïtiennes. Ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important et un défi qui a été pour nous important à relever. Et comme je disais, j'ai eu l'impression des fois de vivre dans des mondes parallèles parce que en même temps, je devais lutter pour faire libérer, par exemple, les prisonnières politiques, par exemple, la lutte pour la libération de Marie-France Claude et même des autres prisonnières politiques qui étaient en Haïti. Il n'y avait aucun écho, c'était comme quelque chose de parallèle à la lutte pour les luttes de libération de femmes. Et en même temps, on était dans le même mouvement. Donc, c'était ça aussi qui était un peu étrange dans le travail que nous menions. Donc, on devait lutter pour libérer les prisonnières politiques, mais on devait aussi représenter les femmes haïtiennes, on les représentait les femmes haïtiennes dans les forums internationaux, mais en même temps, on devait être partie prenante des luttes au Québec, faire partie de la Fédération des femmes du Québec, participer à la marche du pain et des roses, au colloque des femmes immigrantes, à la coalition pour les garderies, les congés de maternité, l'équité salariale. Est-ce que tu comprends le jeu tout le temps permanent qu'on devait mener pour faire obtenir des choses qui étaient intéressantes et importantes pour toutes les femmes, mais en même temps, des choses spécifiques qui étaient ce qui nous préoccupait, nous, et dont on ne trouvait pas beaucoup d'écho, finalement, au niveau du mouvement des femmes. Un autre défi qui était la solidarité avec... Un autre grand défi qu'on a dû relever, mais que je pense qu'on continue à relever aussi, c'est comment avoir une solidarité sans condescendance. Ça, pour moi, c'est le plus grand défi. Comment est-ce qu'on peut avoir la solidarité des autres femmes sans condescendance? Je pense que peut-être la Marche mondiale des femmes est peut-être un des lieux où on n'a pas vécu ça. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est une chose qui est extrêmement désagréable à vivre, je trouve, d'une manière permanente, en permanence. Cette espèce de condescendance quand brusquement on obtient la solidarité des autres groupes. Mais aussi la mémoire, parce on parle de mémoire vivante, on dit les living memories, et je pense que je ne veux pas mêler Marlène à ça parce que je ne veux pas parler de son âge, mais à mon âge à moi, ok, j'ai 72 ans, et je pense que je suis une mémoire vivante. Ok. Et donc, je dois à ce niveau-là peut-être rendre hommage à une personne qui est là, qui est Désirée Rocha, qui a elle-même m'a aidé vraiment à me remémorer de tout cela parce que, bon, elle a travaillé beaucoup dans les archives de la Maison d'Haïti, dans les archives de tout le mouvement de femmes qu'on a pu mener à ce niveau-là. Et je pense que grâce à elle, je pense qu'elle était là tout à l'heure. Elle est là. Voilà.
Et elle a vraiment fait un travail effectivement de retracer cette mémoire, non seulement la mienne, mais celle de tous les autres militants, hommes et femmes de ce mouvement-là. Et je pense que c'est extrêmement important parce que souvent, quand on est militant et quand on est militant aussi jeune que Marlène et moi, on a l'impression que plus jeune, tu es plus jeune que moi, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que c'est notre vie. Je veux dire, pourquoi est-ce que je devrais écrire ce que j'ai vécu? Je veux dire, j'ai vécu ma vie, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que Désiré m'a fait réaliser que c'était important, effectivement, de retracer et d'avoir donc cette mémoire. Et donc, à ce niveau-là, non seulement on a travaillé sur la mémoire, donc on a Désiré a beaucoup travaillé sur les archives, mais maintenant les archives sont même accessibles et commencent à être accessibles sur un site internet www.mit.com. Donc sur ce site-là, il y a quand même commence à avoir pas mal d'archives qui ont été scannés et mis sur les réseaux. Et donc, c'est super important. Et là, peut-être la dernière chose que je pourrais dire, c'est une réflexion qui m'habite tout le temps, c'est, puisque je vous parle de cette espèce de monde parallèle dans lequel on vit, et je me dis comment est-ce que dans ce mouvement féministe, parce que je pense que le mouvement féministe, il est encore là, il existe, même si on est… Je pourrais dire que je suis plus dans le mouvement communautaire que dans le mouvement féministe actuellement, même s'il y a une coordination femme. Mais je pense que le mouvement communautaire est quand même extrêmement important et le travail communautaire que je fais est extrêmement important. Mais en même temps, moi, ce que je pose toujours comme question, mais c'est comment faire comprendre à toutes les femmes qui habitent au Québec que la situation et la vie et la condition dans laquelle vivent les femmes au Québec, toutes les femmes au Québec, c'est l'affaire de toutes les femmes. Et j'ai l'impression que ça, c'est pas encore passé parce que je me souviens très bien de réunions avec la Fédération des femmes du Québec où je leur expliquais que ça, c'est pas elles et nous, c'est pas eux et nous. À partir du moment où on vit sur le même territoire et qu'on adhère à ce même mouvement féministe, c'est supposé être nos préoccupations à nous toutes. Et ça, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est encore gagné. Et comme tu disais que c'est un travail qu'on fait, qu'on ne verra pas, peut-être parce que c'est les générations futures qui le verront, ben, j'ai fini par croire que c'est ça qui va arriver. Moi, je le vivrai peut-être pas, mais peut-être mes petites filles. Voilà. Merci, Marjorie. Ouais. Oui. Alors, Marjorie parlait du mouvement, si c'était le même, que c'est pourtant le même mouvement, et moi j'ai mis un point d'interrogation. S'agit-il vraiment du même mouvement? Et cette question importante de solidarité sans condescendance. Et je me permettrais de dire que s'il y a condescendance, il ne peut pas y avoir solidarité vraie. La solidarité, par définition, ne peut être condescendante. Donc, si depuis on a condescendance avec, c'est que, oh, je m'excuse pour les interprètes. Je m'excuse parce que je suis passée en créole. Pardonnez-moi. Ce que je traduis ce que j'ai dit. Oui, dès qu'il y a condescendance, tu n'es pas moi. Il n'y a pas de solidarité, et certainement pas d'amitié ni de complicité autre. Mesdames, merci infiniment. Kamari Clarke. Marjorie Villefranche. Marlène Rateau. Brenda Paris. Et je pense qu'on a abordé tous les points. On a parlé d'internationalisme, de l'importance dans le lutte dans vos vies. Your lives have are demonstrations of all this real solidarity and across borders and across barriers of all kinds. Maintenant, public, nous allons ouvrir. Oui. Si les gens, est-ce qu'il y a des questions? Nos amis qui sont,
Est-ce que c'est sur YouTube ou sur Zoom, finally? Where are you? Where are you? En tout cas, sur le web. OK. Sur le web. Vous pouvez aussi intervenir. And who's going to give me the cue if somebody's asking a question on the web? You got that? OK, fine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Dorothy Rowe d'Audace au féminin. Écoutez, bravo à Harambec pour cette organisation, pour cet événement-là. Et je suis vraiment contente d'être ici. Pour moi, c'était important d'être là pour rendre hommage à ces femmes. Et on parlait d'âge. Je suis peut-être dans l'assistance assez vieille pour dire que j'ai grandi avec femmes qui sont des modèles pour moi. Je pense à Marjorie, Madame Rateau, ainsi que Maggie. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître ces deux autres femmes des communautés anglophones. Ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, votre regard sur le féminisme d'aujourd'hui, votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Et on parlait de solidarité, on peut parler de sororité. Mais que pensez-vous encore de cet écart qui existe encore entre les communautés anglophones et les communautés francophones? Quelles sont les solutions proposées? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On va prendre deux questions et on va y répondre après. Is that okay? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a question en ligne? Non? OK. Oui, ici. Et puis Nesrine, j'ai vu que... Oui, j'ai noté. Oui. Actually, I was going to ask exactly the same question. So I'm just saying it to reinforce the question. Okay. That's it. Wonderful. Wonderful. So it's the same question. So we're going to consider that it's one question. Repeat the question. Is there anything being done to bring the two primary Black linguistic communities, i.e. the French community and the English community, into greater communication? Okay, thank you. I think we should just take that one question for now. Poser de deux voix différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, réagir, opiner? Anybody? Anyone? I'm going to give it a shot. I mean, Okay. it's the individual organizations that are making efforts. Il fait un effort de contacter les autres organismes. Tout dépend s'ils ont quelque chose en commun. You know, there's the Conseil de Montréalaise, which exists today. It's part of the Ville de Montréal. And it, somebody's here from there. There you go. It recruits every 2 years members from the English and French communities. So if anybody's interested in being part of the Conseil de Montréalaise, they have really fantastic programs to do with immigration, poverty, all the things that concern the société. But with regard, that's a big question, how to link the Anglophone and Francophone. There is no one answer. No, I'm not the expert. I just wanted to chime in because as someone who's not originally Francophone or Anglophone, I come from the Spanish-speaking Caribbean. For me, it was a challenge when I arrived here in Quebec when it comes to organizing and bringing the two communities together. And I think it's an important value of our work at Harambec. All of our events are always bilingual, and we want, for me, the way I understand it is that linguistic politics have been used as a tool to divide us. And through respectability politics, and I think the erasure that has come from, you know, at times erasing the contributions of one community or the other, or just opening a door if you fit in that, what we consider here in this province to be a respectable immigrant.
And I think that for us, it's really important to fight against these dynamics, and instead of letting others use linguistic politics against us, use, language as a tool to share and create connections. Thank you. Thank you. So, yeah, I'd like yes, to also Dr. respond to Clarke. that. Mhm. It's also a difficult question because language is about cosmology. It's about the world that you imagine. It's about the language in which you dream. It's about, and the problem with translation is that it's imperfect. It's violent. There's a violence to translation. And these languages, English and French, are the languages that we've come to use, but they're also not indigenously our language or our languages. And so I think one of the first things that we need to remember, I need to take this off, hearing the translation. And I think one of the first things that we need to remember is that these speech tools are imperfect, and that we're communicating with each other imperfectly, and that's the starting place. With language problems, with the challenges, we're engaging with each other imperfectly through translation, through secondary, tertiary languages. And that there are other life worlds. Many of us grew up in households in which there were Creoles and patois that actually reflect the inner essence of those life worlds that we were raised in. In my case, a family from Jamaica and Cuba, a family in which proverbs and adages were the ways that the elders communicated knowledge and wisdom. And even if you weren't great with saying it in patois, you knew it and could understand it. And you knew the saying. I mean, for example, one of the most wonderful that I would hear my mother and grandmother say was, "Wanty, wanty, can't getty, 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 don't want it." And for the translation, wanted, wanted, can't get it, get it, don't want it. And that, to translate it, want it, can't get it. Nah, it doesn't work like that. It's when you say it in the tone, with the tonality, etc. It also communicates something about the world, even the emphasis, these communicative modes. And so in some ways, in this fast-paced world, we also need to slow down. We need to listen to the errors. We need to cut slack for each other. We need to try. We need to learn those languages and engage imperfectly. And it's one of the things when over the last 10 years, I've been doing work in the African Union, English, French, Arabic, Portuguese, with these mediated translators, but also with people knowing that they're taking the languages, they're trying, they're stumbling, they're making the most laughable errors, but still trying, because we're working together in this with these imperfect tools. And so I think in relation to these languages, it's also the posture that we assume. It's what we're willing. Is it an Anglo-dominant? Okay, you can't speak French, and therefore, no, it's that maybe both of us can't do it, and we need to find ways to continue to work toward each other. And I think there needs to be far more patience, and that people need to be willing to get off of their butts and do the hard work. And it's only through that we can really get where we want to go. And it's true. I really love what my sister here said about the current generations, that in schools in Quebec today, the youth are bilingual. They are learning multiple. They're forced to, they want to, they're engaging and living and dreaming in those languages. And that's the future. It may not be the case across the country, that is Canada, but there is hope in that regard. And I think that that's the first place to start. Thanks. Thank you. Thank you very much. Marlène, oui, Marlène voulait Oui, ajouter. pour la question des deux solitudes, c'est sûr que la barrière linguistique, elle est là.
mais elle est là et puis il faut que de chaque côté, il y ait un effort qui se fasse. Je pense que Brenda a vraiment côtoyé les francophones et une autre encore une grande dame qui a côtoyé les francophones noirs, c'est Juanita Westmoreland Traoré. Et dans les circonstances où les choses vont tellement mal, par exemple, j'ai deux exemples. Et Anthony Griffin, qui a été tué par Allen Gossett, je pense que c'est en 1987. Nous nous sommes retrouvés, femmes noires anglophones et femmes noires francophones, côte à côte dans les manifestations. C'était ça. Et aussi, je donne un autre exemple, c'est l'exemple de, comment s'appelle-t-elle, celle qui a voulu se faire apporter là, et qui... Chantal Daigle. Chantal Daigle, je me suis retrouvée dans la manif et je me souviens que j'étais avec Juanita. Les femmes noires, francophones et anglophones manifestaient avec tout le monde pour la même cause. Alors, je pense que c'est sûr que la barrière linguistique existe, mais dans des grandes occasions, elle est capable de tomber. Et ça dit que si cette barrière-là tombe dans ces circonstances-là, c'est qu'il y a un fond favorable à la communication entre les deux groupes. Merci, Marlène. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Attends, il y a Nesrine. D'abord, Nesrine avait levé la main. Ben, décidez-vous là, mesdames. En ouaille. OK, Alexandra. Alors, bonjour, je suis Alexandra Pierre. Merci beaucoup. Je suis tellement honorée, heureuse d'être à cet événement-là. Merci d'être là. J'ai une question. Oui, c'est pour ça. Hein. J'ai une question. Je me demande, j'aurais vraiment voulu vous entendre sur les solidarités, le travail que vous avez fait avec les peuples autochtones et votre perspective là-dessus aujourd'hui. Je pose cette question-là parce qu'on est sur un territoire non cédé, mais aussi parce que je trouve qu'on a beaucoup... Alors, il y a le mouvement féministe majoritaire blanc qui est peut-être, vous me direz, incontournable, mais je pense aussi qu'on aurait intérêt à décentrer notre regard et à essayer de rentrer en co-résistance, notamment avec nos sœurs autochtones et les peuples autochtones. Donc, j'aimerais creuser ça, être plus actif et c'est ça, j'aimerais avoir votre perspective, votre sage perspective là-dessus. Juste un petit moment. Merci Alexandra pour la question. Merci beaucoup. Nesrine? Oui, Nesrine Bessaï, et je voulais profiter des mémoires vivantes qui sont là. J'ai travaillé longtemps dans les groupes de femmes québécois et j'ai entendu entre les branches des histoires sur 1988-1989. Il y avait l'organisation du 50e anniversaire du droit de vote. Le comité des femmes immigrantes était impliqué dans cette organisation-là. Et puis, apparemment, n'étant pas satisfaite de comment ça se passait, il y avait eu aussi, comment s'appelle-t-elle, qui avait fait le documentaire Disparaître, qui avait été élu, Lise Payette, qui avait été élue à la tête de cette organisation du 50e anniversaire de droit de vote, et que donc le comité des femmes immigrantes a claqué la porte. Et là, ce que j'ai compris, c'est que oui, mais là, il y a eu la Polytechnique, et puis on n'a jamais fait de suivi là-dessus. J'aimerais ça entendre votre vision de qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Merci. Merci, Nesrine. Alors, qui prend le micro? Marjorie. Peut-être pour répondre à Alexandra, là maintenant, tu vois, on est en 2023, mais imagine, des mémoires vivantes en les années 70-80, c'était quelque chose qui était beaucoup moins présent pour nous, et la présence et
la présence des autochtones et la nécessité de rentrer en lien avec les femmes autochtones, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 90, pas avant, tu vois. Donc, et c'est quelque chose de plus récent pour nous et c'est quelque chose qu'on vit, en fait, que moi, jusqu'à présent, je vis de manière beaucoup plus tardive, finalement, quelque part. Mais c'est extrêmement important parce que je pense que on doit vivre le mouvement féministe qui doit continuer. C'est clair qu'il ne peut pas être à l'image de ce que c'était dans les années 70, 80, ni même 90, parce que c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, on vous raconte l'histoire, mais j'espère que l'histoire ne continue pas comme ça. OK. Donc, d'une tout à fait autre façon. Et ce que vous dites, Nesrine, ce que tu dis, Nesrine, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que c'était les décisions que nous avions prises en disant, c'est pas possible, on peut pas être. Donc, quand je vous disais, des fois, on n'a pas écho de nos préoccupations, il n'y a aucun écho dans les groupes féministes québécois. C'est un peu ça. Cet écho-là, on l'a pas trouvé. Yeah, and after that, I would just like Dr. Clarke to, yeah. No, go ahead and then, no, go. No. Yeah. Okay. Yeah, okay, I'll respond to that question. Thank you for that. I think in the contemporary period, of course, we are at a loggerhead in relation to Black and Indigenous politics. I think there's a lot of work to be done. The kind of Black radical movements and coalition movements of the 1960s and 70s in which Black and Indigenous and radical Marxist politics were the mainstay for intellectuals and for public intellectuals as well, and community-based period changed in the 80s. In the 80s and in the 80s in Montreal, of course, there was some level of collaboration around the Mohawk standoff, around the defense of the land. But really something changed by the time we moved into the late 80s with free trade, with identity politics, with hyphenated identities. Something changed. What emerged was a neoliberal set of identity politics in which we had ethnic studies programs, and we had, Black Canadian and Afro-Canadian groups, and everyone had their identity category that ultimately emerged out of the multiculturalism policies. And in some ways it placated and obfuscated coalition building. What emerged were the rewards of the multicultural agenda that became a kind of neoliberal identity card. All of a sudden we had food from the Caribbean and from Africa. We had hair products, we had African clothes, we had African names, and the identity card became that place. Post 2015, I think we're moving into a different moment, certainly in relation to feminism and internationalization. People call it fourth wave feminism, even fifth wave. The war against Palestinians over the longue durée and its current instantiation in Israel and Palestine, I think is a manifestation of a new merger around coalition building that is loud, that has been mounting, a new merger around Indigenous solidarity with racialized people, with Black women, with Black people who are organizing. In a way, I think we're moving in a new moment. The post-George Floyd, the anti-imperial resistance against police brutality, I think is upon us, right? The COVID pandemic, the kind of disparities and the kind of inequalities that emerged really have come together to raise new questions that are naked, right? That are in front of us, that are naked. And we're recognizing that the very forms of settler colonialism that were the basis for dispossession among First Nations people are the very forms of
dispossession that fueled empire and imperialism and transatlantic slavery and on and on and on, that were part of the engine that produced the Haiti that was the first, that came out of a revolution that had its consequences in the Western Hemisphere, in this hemisphere. And so I think here we are post the savage acts against George Floyd, post the ongoing and enduring effects of COVID-19, where structural inequality continues and is naked. And our generations, the generations, they see it, they know it. There are ways that they struggle to preserve and find a voice to articulate it alongside in coalitions. And I think that really is the future, that we celebrate the need for focusing on and loving each other as Black women and Black men and racialized people who are here. But at the same time, without coalition and without thinking about how those struggles are our struggles, we are nowhere, because the nature of empire, the kind of capitalist extraction that is before us, is not simply about race and Blackness. It's about any form of extractivism that continues to take from locations where it can. And so the war in Palestine and in Israel and the assault in the Gaza, and the way that the narrative even becomes a narrative of a temporal period from last week, instead of the longue durée of dispossession in those regions. Yes. And so those are our struggles, and we can map the same in the Caribbean, the Grenadian Revolution, the Haitian Revolution, its manifestation in Haiti over the last 30 years, and the nature of assaults in Haiti and other places today, they continue. And so I think the future is about the emergence of new coalitions, the need to connect the box and to recognize the very specific ways that Blackness and anti-Blackness manifests and represents itself in our lives, but also the way it's entangled in a structural condition that is well beyond that it's about a kind of capitalist disease that continues to take from the sources that it can. And we have to, I think, stay vigilant and connect the dots and ensure that the kind of feminism in which we're engaged is the kind of feminism that will continue to point those dots, and not simply obsessed with identity, but instead with structural inequality. Thank you. I definitely passed the mic to Dr. Clarke because I knew she would sum up most everything in a very eloquent way. So all I can add is that now we have BIPOC and Black and Indigenous peoples of color. And I mean, I think Indigenous peoples have always partnered and always recognized that we are their brothers. The Black peoples are their brothers and sisters. So they've always had that as their optic. But now it's more formalized in the terms of Black, and all that you said before that, in terms of coalescing with all the struggles of the diaspora, you would say, you know. But now we have the title of BIPOC, which is Black and Indigenous Peoples of Color, which kind of gives a bit of a label to all of this. And we'll continue, as you say, we'll continue to coalesce and to struggle together with women in the forefront, as they usually are. But I'll just put that in and plug it. But thank you for your words there. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé tout à l'heure comment qu'on voit les jeunes féministes, comment on voit les révolutions. Alors, je voudrais aborder cette question. Les jeunes féministes ont hérité du travail que les vieilles féministes ont fait. Mais souvent, elles ne sont pas au courant, elles trouvent des situations tout à fait normales qui ne l'étaient pas auparavant. Comme on s'est battu avec les autres femmes pour des garderies pour les hommes, pour les garderies, pour l'équité salariale, avant c'était pour à travail égal, salaire égal, l'équité salariale, on s'est battu pour la santé sexuelle des femmes, incluant le droit
à l'interruption de grossesse, et j'en passe. Mais je vous invite, comme vous êtes les jeunes féministes, avec des jeunes des communautés plus stables, qu'elles soient anglophones ou francophones, les jeunes ont évolué avec vous. Vous les avez rencontrés dans vos écoles et il va falloir que c'est à continuer cette lutte-là à ce niveau-là. Parce qu'il faut toujours être attentive à ce qui se passe dans ces groupes-là. Moi, je dis il ne faut pas se mettre à l'écart. Je me souviens que dans le chantier d'équité salariale où j'ai travaillé avec bien du monde et bien des femmes immigrantes, le jour après qu'on ait bien travaillé, la loi n'était pas encore sortie, mais le soir de cette célébration-là, on a sorti une vidéo. Une vidéo dans laquelle on ne retrouvait que des femmes caucasiennes. Moi, j'ai tendance à être un peu impulsive et dans ce concert d'éloges, de congratulations qu'on se faisait en tant que femme, on avait travaillé bien sur ce chantier-là, j'ai osé poser la question à savoir, dans cette vidéo-là, où sont les femmes immigrantes? Parce que nous étions là à travailler. Je me souviens, même je vois ma photo de Maud Pierre dans le livre qui est sorti, mais on n'avait aucune femme, ni asiatique, ni noire, ni autochtone, aucune n'était représentée dans cette vidéo où on traitait de l'équité salariale. Alors, ces combats-là, il faut qu'on soit avec elles, les femmes, les féministes, pour que on essaie de leur dire sur le fait que ce n'est pas acceptable. Alors qu'on a travaillé avec vous, la chose qu'on m'avait répondu, c'est que la vidéo a été faite à Québec. À Québec, il n'y en avait pas. J'ai dit, vous auriez dû m'en parler, je vous en aurais trouvé à Québec. Merci, Marlène. Il y a une question en ligne, mais avant, excusez-moi. Il m'a semblé, Nesrine, que tu avais posé la question. Je ne suis pas sûre qu'on n'a pas. Non? Non? Plus? OK, peut-être que tout à l'heure, dans l'informel, il pourrait y avoir des réponses. Permettez-moi de revenir sur ce que le docteur Clarke nous disait, son allocution dans l'instant. Okay, so my wish, my prayer to you is that you comment faire une capsule. I'm talking to you, Marlène. Okay. She's like looking at like. And s'il vous plaît, faites quelque chose comme une capsule de ce qu'elle nous a dit à propos de. Okay, thank you very much. And I was talking with Amel a little earlier. I think many of us have forgotten how many of the héroines who came before us that we admire so much. So some of us need to go back to read Angela Davis, to listen to Angela, to read Toni Morrison, to listen to Toni, to read Nelson Mandela, to listen to Nelson Mandela. As long as the Palestinian people has not been freed from the colonialism of Israel, none of us can be free. Can we agree to that? I don't know. If somebody wants to debate me, please come on, bring it on. Okay, nobody's gonna be, okay? And may I ask you, because it's happening right now, to stand up and observe a minute of silence.
Thank you for Palestine, for Haiti, for all the other places where there is so much evil going on and happening. Thank you. And right now, I would so need a drum roll. Not a drum roll, just drum. Okay, yeah, I will go to that. I'm sorry, can I take 5 more minutes? There is a question online. Do you have any books for the panel? Do you have any book recommendations or verbal advice for women of color, people of color today who wish to be part of these conversations, groups, and coalitions, perhaps on the choices often needed to be made when taking a stronger stand outside of our phones or friendly mail conversations? So recommendations of bold choices to be made on these conversations. Anyone? Bell Hooks, Ain't I a Woman? Yes, thank you. There you have one. Any? I'm sorry, I'm just going to bring the microphone to Dr. Kamari Clarke. Whoops. Thank you. The Racial Contract by Charles Mills. Yes, yes, that has been translated in French by Aline Diaye, Webster, Le Contrat Racial, publié chez Mémoire d'Encrier en début d'année. Yes, thank you. Femme, race et classe, Angela Davis. Femme, race et classe, Angela Davis. Merci beaucoup. And I'm sure Harambec will be able to have on his webpage a list of recommendations. Thank you very much. So that's Harambec, HARMBEC.com. So visit it regularly. Visit it for tomorrow's event. So tomorrow, Wednesday, at the Afro Musée, Ontario et Berry Roundtable, Unrelenting, the ongoing struggle against systemic racism in Quebec schools. Je vais le dire en français. Table ronde sur le racisme systémique dans les écoles québécoises. La lutte continue. Yeah, okay. I'm not going to go there. OK, mercredi prochain, le mercredi 25, 18h à 20h, la remise de prix et le lancement des Dr. Esmeralda Thornhill Black Feminist Speaker Series. Is there a final word? Okay, besides telling the people to eat and all that. So there's food behind the Okay. screen. He had Okay. well, yeah, there's interpretation. There's food behind the screen, and then we're gonna take a small group to see the exhibition in the Webster Library. So if you wanna see that, hang around. Okay, yep. Et, pardon, ok. On a beaucoup mentionné les archives et la transmission, et c'était aussi important pour nous de travailler à la conscientisation auprès de nos communautés de l'importance de nos archives, dans le sens où, quand on a mentionné qu'il y avait d'énormes gaps dans les archives, il y a des... Parlez à vos parents, parlez à vos tantes, vos grands-parents, regardez les archives que vous construisez également vous-même, parce que il y a beaucoup d'archives qu'on a malheureusement perdues parce que les familles ne savaient même pas à quel point c'était important en termes de transmission. Et il faut également penser nous-mêmes dans ce que l'on fait tous les jours, comment on s'assure de laisser des traces et de travailler à la construction de nos archives, parce que comme on l'a dit, et comme le panel le montre, hein, nos luttes et nos vies méritent de laisser des traces et méritent d'être documentées. Et nous pouvons être l'architecte de ces traces. Donc, pensez à vos archives. Bravo. Excellent. Alors, bravo, merci encore à nos panélistes. I'm going to name your names again. Dr. Clarke, Marjorie Villefranche, Marlène Rateau, Brenda Paris. Wonderful. Thank you so much. Professor Clarke, are you staying with us for a few days?
For a few days? Okay, we'll talk. We'll be talking. Okay, goodbye, people. Take care of yourselves. And what do we say? It's all about? Love. It's all about? Love. Thank you. Oh, boy. If only that's. Okay, so thank you to everyone for coming into Fourth Space today, both here in person and online for this conversation. A very special thanks to our panelists and to Marlène and Jade for this. A loud hand of applause for Maggie. Yes, see you.